Bonjour. Aujourd'hui, je vais lire des extraits d'un livre que je crois avoir déjà présenté, de Stephen Jourdain. La bienheureuse solitude de l'âme, Stephen Jourdain, aux éditions Acarias l'Originel. 2 extraits. Le premier, pas de salut hors de la vision de cette goutte première de pensée. Question. Dans votre livre Première personne, vous parlez d'une pensée d'avant la pensée. Une autre question. Dans un livre précédent, un petit opuscule intitulé Éveil, Jourdain propose cette évocation assez décisive du phénomène. Il n'est pas de conscience vraie hors de l'appréhension consciente de la pensée qu'en cet instant même, maintenant, immédiatement, tout de suite, dans la détonation du présent, je pense. Pas de salut hors de la vision de cette goutte première de pensée, si intensément actuelle que tout le reste de l'individu paraît en retard sur elle d'une existence entière, et que la connaître est, effectivement, se tenir en soi plus tôt et plus vite que soi. Steve. Les pensées dont nous sommes conscients, nous leur avons déjà passé leur habit de mots. Nos pensées conscientes sont des pensées formulées. Et à l'intérieur de nous, elles représentent un phénomène, en somme, très lent. Alors que cette pensée qui procède directement de notre essence spirituelle, qui sort de la source elle-même, et non plus de la prise d'eau qu'elle alimente en aval, le vieux moi pensant, donc jaillit à la vitesse de la foudre et n'est pas formulée, elle est pré-verbale. Alors, si dans cette quête de la conscience de cette pensée-là, nous prenons comme unique repère le signe verbal, l'accompagnement verbal, eh bien forcément ce sera l'échec. Comment franchir le mur de la pensée formulée? Pour bien des gens que je connais, ça semble être un vrai problème. L'astuce, voyez-vous, dans cette quête de la pensée en train de naître maintenant, immédiatement, tout de suite, dans le sein le plus profond de nous-mêmes, c'est de commencer à nous intéresser à ce qui ne nous intéresse jamais. Une pensée jaillit, voilà. J'ai l'impression que, dans mon esprit, c'est un phénomène isolé, que le contexte ne compte pas, comme si c'était de la non-pensée. En fait, il y a bien un contexte, et ce contexte est la vraie pensée, celle que je pense vraiment. Il faut que je m'intéresse là au fond, et que je corrige sans cesse cette habitude intellectuelle de ne retenir que la forme se détachant sur le fond. Dit autrement, m'intéresser au tableau, oui, mais en comprenant immédiatement que le mur sur lequel est accroché le tableau est, lui aussi, peint. Que j'ai affaire à un tableau représentant un mur orné d'un tableau, et que c'est ça le vrai tableau. Le contexte dans lequel s'insère la pensée formulée, plus ou moins consciente, tout ce paysage intérieur où elle apparaît comme une espèce de trait, de ruisselet, c'est de la pensée non formulée. C'est une pensée n'avouant pas sa nature, celle dont je dois coûte que coûte prendre conscience. Il suffit de laisser un objet véridique, fût-il minuscule, se reformer pour qu'instantanément tout le champ de conscience en soit empoisonné. C'est maintenant que cela se passe et jamais en général. Il n'y a pas d'identification, il y a juste une pensée d'identification. Et un deuxième et dernier extrait, conscience et auto-observation. Steve. Il y a un abîme de différence entre l'auto-observation et la conscience. D'après ce que je sais,
Krishnamurti a enfoncé inlassablement ce clou-là, héroïque. Mais depuis, c'est inouï. Silence radio sur le sujet. En vérité, les faits de la vie apparaissent comme bien peu de choses à côté de l'acte qui distingue auto-observation et conscience. Naturellement, il ne s'agit pas de jeter l'anathème sur celui qui pratique l'auto-observation, pour la bonne raison qu'on n'a pas d'autre sentier au départ sous les pieds. Mais il faut tout de même se rendre compte que c'est la voie sans issue de l'introspection. Même si l'auto-observation est pratiquée avec droiture, dans l'honneur, sans tomber donc dans le piège de l'introspection méprisante, celle qui toise de haut toutes ces ridicules manifestations d'humanité grouillant tout en bas comme de la vermine, eh bien, elle n'en demeure pas moins hallucinatoire. L'auto-observation est une hallucination. Question. Je crains que nous ne soyons tous mal partis. Steve. Non, non, Dieu soit loué, non. Qu'en est-il vraiment de ce lest spirituel terrifiant, plus ancien que nos âmes, semble-t-il, et qui les cloue sur place quand elles cherchent à s'élever vers elles-mêmes? Ce colosse de plomb est sans existence réelle, créé par chacun de nous de toutes pièces, une pesanteur en papier. Et ce qui est vrai de l'obstacle premier, de l'obstacle principiel, est vrai de tous ceux que nous rencontrerons lors de l'ascension de nous-mêmes, ressauts imaginaires, cheminées fantasmagoriques. Question. Et c'est moi personnellement, qui mets tout cela en place. Steve, tout vent qui vous est contraire est votre exhalaison. Question. Ça ressemble à de l'autopunition. Ça ressemble à une formidable entreprise d'autopunition. Steve, ça ressemble, oui, et même bougrement, mais c'est tout. Ce coup que nous nous portons parce que nous nous en voulons, parce que nous nous estimons coupables, se situe en aval de l'attentat contre soi, contre l'intégrité de soi, dont nous sommes en train de parler. Et ce n'est que le lointain corollaire de l'attentat. Une chose est de trahir un proche, un idéal, une chose est d'enfreindre la loi morale, une toute autre chose est de se trahir, de trahir le miracle d'être. Cette trahison-là a un goût odieux, mais pas celui du péché. Voir dans l'attentat contre soi un fait, une réalité, serait bien sûr jouer le jeu de l'attentat. Entreprise d'autopunition, non. Entreprise d'automystification, oui. Question. Comment me prendre la main dans le sac, Steve, en plongeant directement à travers questions et questionneurs, trilles, moires et gracieux tourbillons du flot, jusqu'à la source? Question. Ça veut dire quoi directement, Steve? Ça veut dire pour rien. Ça veut dire à travers toute intention, toute motivation. Question. Mais je ne peux faire cela qu'intentionnellement. Steve, c'est la vieille objection. On me l'a souvent exprimée sous une autre forme. Pour sortir du rêve, il faudrait que j'aie un bras hors du rêve, capable de m'en extraire. Question. Et alors, l'objection est spécieuse? Steve, peut-être que oui, peut-être que non. On s'en fout. Il est clair que là, la personne raisonne. Elle ne se soucie que de vigilance, que de prise de conscience. Et, ô mystère, elle ne voit pas qu'elle s'appuie sur un raisonnement. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, malgré les échos que ça peut susciter, je vous invite à ce qu'on passe un instant ensemble en silence, à ne rien faire, juste être à ouverture, ne pas s'impliquer
tout ce remous du fleuve, ce qui permet à la source de se révéler maintenant. Je vous remercie. À bientôt.